Eh bien, bonjour et donc merci au CAE de l'Essonne de s'être déplacé jusqu'aux portes de ce drôle de truc qu'on appelle Paris, je crois, et en tout cas d'être venu jusqu'à Montreuil. Donc moi, je suis effectivement Anne Dorazio, architecte urbaniste, enseignante à l'école d'architecture de Paris-la-Villette, et par ailleurs, je fais donc depuis maintenant à peu près 2007-2008 une série de travaux au sein d'une équipe de recherche sur la question. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs façons de nommer ce même objet. On s'accorde, là on va retenir pour l'instant le terme d'habitat participatif. Brigitte a déjà évoqué le terme d'habitat groupé, on a entendu parler de coopérative, d'habitat autogéré. Bon voilà, on va un peu essayer de décrypter tout ça dans l'après-midi. Et donc voilà, nous on est une équipe de 5-6 chercheurs qui travaillons sur ces questions-là, d'une part sur le phénomène actuel donc de l'émergence de ces dynamiques-là depuis le début des années 2000, et puis moi plus spécifiquement je travaille sur justement le lien entre les expériences des années 70-80, donc du coup je fais un peu figure de, non pas de l'historienne du mouvement, mais bon voilà, je participe à éclairer ce rapport-là, au regard donc des dynamiques aujourd'hui. Donc je vais essayer pendant une vingtaine de minutes à peu près de vous retracer ce que l'on observe nous du point de vue de ces mobilisations habitantes, et puis de voir aussi ce qu'elles interrogent du point de vue des territoires et donc aussi leur interaction avec les collectivités locales. Donc Émilie Fleury nous fera un focus plus spécifique tout à l'heure sur la politique, sur la manière dont la ville de Montreuil travaille cette question-là, et puis la manière aussi dont s'organise ou pas, ou se structurent ces initiatives habitantes, si elles se structurent ou pas dans un mouvement de type mouvement associatif ou autre. Alors, l'habitat participatif, effectivement, comme l'a rappelé Brigitte, on assiste depuis donc maintenant quelques années à l'émergence, en tout cas on voit naître une émergence et une dynamique forte, alors tout simplement par le premier média qui nous est accessible aujourd'hui, c'est-à-dire la toile du net, effectivement, dès que vous tapez ce terme-là, maintenant vous avez quand même plusieurs centaines de pages qui apparaissent sur la question. Et on voit aussi apparaître sur l'ensemble du territoire national le développement d'un ensemble de groupes de projets. Donc tout au long de mon intervention, je vais distinguer les dynamiques des groupes de projets et celles des associations. On verra un peu tout ça. Et donc, groupes de projets qui, effectivement, émergent ça et là, et puis la naissance aussi, donc, soit préalablement à ces groupes, soit en parallèle, soit postérieurement à ces groupes, à la mise en place d'un réseau associatif qui est pour ce que l'on observe nous, qui est pluriel, et donc on va essayer aussi de décrypter ces éléments-là. Alors, le développement de ces groupes de projets, aujourd'hui, quel indicateur on a, en tout cas pour la période actuelle, pour arriver à en parler? Essentiellement, alors, le problème d'un groupe de projets d'habitat participatif, alors là on a un exemple qui est celui de couleur d'orange, avec 13 logements, 11 logements et 3 ateliers. Donc vous voyez, c'est à peu près la taille moyenne de ce que sont globalement les opérations d'habitat, autogérées, participatifs, groupés, coopératives. Donc c'est-à-dire entre, on va dire, 10 et 15 logements. On a des choses beaucoup plus petites, on a vu apparaître des opérations de beaucoup plus petite taille, 6 logements, mettons à Soulé-Chartreux, mais même des opérations avec 2-3 logements. Donc la difficulté aussi, c'est pour nous, observateurs de ce mouvement-là, c'est de pouvoir aussi repérer ces groupements et ces émergences. Un certain nombre de dynamiques, entre autres de celles des années 80, se sont faits, je dirais, dans la discrétion et donc n'ont pas forcément participé à la construction d'un regard collectif. Aujourd'hui, une dynamique d'un réseau national des associations sur la thématique a lancé un recensement ou une tentative de recensement à partir de ce réseau, donc à partir de ce que les différents réseaux associatifs sur l'ensemble du territoire national sont capables de repérer. Alors, ce que nous dit ce recensement, c'est qu'on repère à peu près un peu moins de 300 groupes projets qui sont aujourd'hui répertoriés aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Alors, moi, je distingue toujours les deux, et je pense qu'effectivement, il est important, même si un certain nombre de territoires, et c'est vraisemblablement le cas du sud de l'Essonne, pose la question du maintien de formes, en tout cas d'agriculture urbaine, je pense qu'il est important de distinguer les dynamiques rurales et des dynamiques urbaines, entre autres pour l'essentiel, puisque les dynamiques urbaines posent essentiellement quand même comme
question d'entrée, la question de l'habitat et la question du cadre de vie, là où les dynamiques rurales vont aussi et très largement se construire autour des questions de développement local. Donc le focus sur l'habitat est un des éléments, mais ne répertorie pas la totalité de la dimension. Ce que l'on constate quand même, c'est 290 ou 300 groupes répertoriés à ce jour. C'est pas énorme, mais c'est pas totalement rien. Pour autant, la mise en opérationnalité de ces groupes-là, elle est beaucoup plus faible, et on considère aujourd'hui qu'on a moins de 10% de groupes qui rentrent dans une opérationnalité. Alors, l'entrée en opérationnalité pour nous veut dire, grosso modo, avoir un foncier, hein, et rentrer dans une procédure de type permis de construire, puis constitution du bâti. Donc bien évidemment, ces groupes ne sont peu ou pas aujourd'hui dans leurs murs, pour les groupes actuels. Et après, effectivement, ce qu'on voit aussi dans la floraison de ces initiatives, c'est tout un champ de dénominations. Donc, on en a évoqué déjà quelques-unes, l'autopromotion, la coopérative, des dynamiques qui peuvent venir dans l'accession à la propriété, d'autres plutôt dans un cadre du locatif. Donc, il s'agit aussi de pouvoir un peu distinguer ces différentes choses. Alors, les caractéristiques que l'on repère, nous, sur ces collectifs habitants, sur ces groupes, elles sont basées sur une donnée commune, même s'il y a d'importantes différences, qui est effectivement l'engagement fort du collectif habitant dans le montage, la programmation, la conception, puis la gestion de l'ensemble patrimonial ou de l'ensemble immobilier. L'autre donnée qui nous semble importante et qui aujourd'hui fait peut-être point commun de l'ensemble de ces initiatives, c'est cette idée que ces groupes se constituent entre autres avec cette intention de trouver un cadre de vie, ou de produire plus exactement un cadre de vie qu'ils ne trouveraient pas en tant que tel aujourd'hui sur le marché. Donc il y a bien effectivement une interrogation aussi sur ce qu'offre d'une certaine manière le marché, et pour partie aussi de comment, dans cette logique de constitution d'un cadre de vie, d'un cadre d'habitat, se départir aussi des logiques du marché. Alors par contre, ça c'était ce qui était d'une certaine manière les grandes caractéristiques communes. Ce qui seraient les divergences, ou en tout cas les variations que nous, on a constatées, alors au travers, on a deux grandes études, une qui a été, donc je crois que vous avez un petit encart dans votre pochette, qui est relatif à un travail qui s'appelle Projet négocié, qui a été fait pour le PUCA, et c'est un travail à partir de 6 opérations actuelles, et puis une autre étude qui est en cours de réalisation, qui se rentre dans le programme BATEX, bâtiment exemplaire, aussi pour le PUCA, qui là travaille en Ile-de-France sur 3 opérations anciennes, dont couleur d'orange, et 3 opérations contemporaines. Donc, en tout cas, au regard de cette dizaine d'opérations que nous avons directement travaillées, puis de l'ensemble de ce que nous voyons sur la scène nationale, aujourd'hui, on caractérise, nous, ce qui différencie très largement les modalités de l'initiative par des initiatives dites ascendantes, donc ce qu'on appellerait des initiatives bottom-up. On reprend dans ces cas-là le vocabulaire utilisé dans la démocratie participative, et des initiatives dites descendantes, c'est-à-dire des initiatives top-down. Donc la question de qui prend l'initiative, c'est-à-dire est-ce que l'ensemble de la dynamique se fait par l'initiative habitante, et c'est elle qui va porter, d'une certaine manière, l'ascension d'un projet, ou est-ce qu'on a, on va le voir, des initiatives qui viendraient... Alors le problème de ce rapport est forcément un rapport haut-bas qui n'est pas très heureux, mais d'une initiative qui viendrait soit d'une collectivité, soit d'un acteur tiers, et donc qui ne serait pas né directement de l'initiative habitante, donne des configurations différentes sur des choses qui aujourd'hui, pour partie, s'appellent ou se dénomment de la même manière. Donc là, il nous semble nécessaire aussi de pouvoir distinguer ces démarches-là. L'autre variation importante, c'est la variation qui consiste à regarder si on est dans un dispositif où le groupe habitant est totalement porteur de l'initiative, donc s'il autoporte d'une certaine manière cette démarche-là, ou si au contraire il y a un portage d'un tiers. Donc on va voir là aussi, et je pense qu'Émilie Fleury nous fera aussi, puisque dans le cadre des opérations de la ville de Montreuil, on retrouve ces différents motifs,
Et puis, une des distinctions aussi importantes aujourd'hui, sommes-nous dans des opérations qui travaillent dans une alternative à l'accession à la propriété, ou sommes-nous dans des opérations qui cherchent une alternative au cadre locatif? Quand je dis locatif, je n'entends pas forcément locatif social. Alors, au-delà de ces variations, effectivement, ce que l'on constate essentiellement, c'est quand même des spécificités en termes d'acteurs, mais qui sont marquées par des éléments importants. D'une part, effectivement, cette idée que ce qui regroupe l'ensemble de ces acteurs, c'est très largement un certain nombre de valeurs communes et une utopie qui essaye d'être partagée. Par ailleurs, et je vous l'ai déjà un peu énoncé, cette idée que ces initiatives, aujourd'hui, se structurent ou tentent de se structurer dans la tentative d'une ébauche, ou dans l'ébauche en tout cas d'un mouvement. Et donc, pour ce faire, de se faire entendre aussi des collectivités publiques et pourquoi pas des collectivités territoriales. Le fait aussi que l'on participe ici du point de vue des acteurs à un engagement très fort, donc on est très largement dans des formes de militance ou de reconversion de dynamique de militance, que ce soit du point de vue des collectifs habitants, mais que ce soit aussi du point de vue, et on le verra, admettons avec l'exemple de la ville de Montreuil, au travers donc des acteurs institutionnels qui sont aujourd'hui engagés dans ces questions-là. On verra aussi que cette recomposition finalement du rapport de ces groupes qui vont d'une certaine manière porter ou revêtir l'habit du maître d'ouvrage et de ces groupes d'acteurs va forcément élargir et complexifier très largement le système d'acteurs ordinaire de la production d'une opération. Et on va voir aussi qu'il va du coup y avoir des nécessités de repositionnement ou de création de nouveaux acteurs dans ce nouvel espace. Et puis une question qu'on abordera aussi, qui est celle de l'omniprésence aujourd'hui du risque, et donc d'une certaine manière aussi la capacité d'un certain nombre d'acteurs, et en tout cas des collectifs habitants, à supporter la question du risque, et en tout cas y faire face. Là aussi, peut-être que Jean-Paul, à partir de Couleur d'Orange, nous pourra aussi nous dire quelques mots là-dessus. Alors, sur la question de l'utopie ou des valeurs finalement qui fondent aujourd'hui ces dynamiques, très clairement, on a trois grandes entrées qui sont repérables aujourd'hui, qui sont les valeurs structurées autour des questions de la solidarité et de l'entraide, avec l'idée effectivement d'une part pour un groupe de s'investir dans des projets locaux, s'investir dans un territoire, donc on voit qu'il y a un très fort ancrage territorial. Et la question, effectivement, les groupes n'émergent pas n'importe où, et quand ils émergent, ils sont souvent très fortement enracinés à une dynamique locale, à une dynamique territoriale. Et puis l'idée aussi, ça c'est plutôt à l'échelle, on va dire, urbaine, et puis l'idée, dans une échelle plus micro, de pouvoir participer à la construction de nouvelles formes de voisinage autour des thématiques et d'une réflexion sur l'intergénérationnel, la mixité sociale et autres. Et bien évidemment les questions de l'entraide et de la solidarité. L'autre grand champ de valeurs qui traverse ces collectifs est très certainement une référence forte à la notion de l'économie sociale et solidaire, et qui devient d'ailleurs un peu l'étendard de ces collectifs, avec l'idée effectivement de trouver un modèle alternatif d'échange et d'économie, et avec une réflexion que l'on voit émerger, qui peut prendre différentes formes, qui peut aller jusqu'à la proposition d'un modèle et d'une réflexion antispéculative sur les questions du marché du logement. Ça sera, mettons, les dynamiques qui seront portées par les coopératives habitantes, ou avec des inflexions plutôt sur un modèle consumériste, genre anti-consumériste, pardon. Et puis surtout, ce qui est au cœur souvent de ces remarques-là, c'est des réflexions assez larges sur des notions de circuit court. Alors, circuit court dans le champ de l'économie et de l'économie vivrière, mettons, on a à peu près vu ce que ça pouvait donner autour d'AMAP, autour de systèmes d'échange de savoir, des choses comme ça. Autour des questions du logement, ou de la production de l'habitat plus exactement, c'est des champs qui sont aujourd'hui encore peu élaborés. Et la grande valeur qui est appelée aujourd'hui très clairement sont celles de l'écologie, qui peuvent être prises sous le terme du développement durable,
ou sous d'autres cadres, et avec deux axes qui sont d'un côté le cadre de vie, et de l'autre côté la question effectivement de la performance technique des bâtiments à livrer. Alors on va voir qu'on a eu des opérations qui étaient assez pionnières sur cette question même de la maîtrise énergétique du cadre bâti, qui aujourd'hui, par les effets, on va dire, verdissement des politiques publiques, les effets Grenelle et les effets de nouvelles réglementations, sont toujours assez pionnières, mais se font d'une certaine manière rattrapées par le mouvement. Pour autant, ces expériences d'aujourd'hui, en ce qui nous concerne, en tout cas nous on considère qu'elles ne sont effectivement pas nouvelles et qu'elles renvoient à une histoire déjà un peu ancienne et une histoire française des années 70-80, autour de ce que certains sociologues ont appelé les aventuriers du quotidien, qui n'étaient autres finalement qu'une jeune classe moyenne naissante, puisque c'était bien de ça dont il s'agissait, et qui réinvestit des questions de l'engagement, alors on est bien évidemment au sortir de 68, mais qui réinvestissent les questions d'une action et de l'engagement dans la question de la quotidienneté et dans la question du cadre de vie. Alors, les thématiques qui étaient portées à l'époque, il est assez intéressant qu'on a vu que les valeurs qui sont énoncées aujourd'hui sont celles de la solidarité, de l'économie sociale, de l'écologie. Les thématiques centrales qui étaient énoncées à l'époque se retrouvaient très largement sous la bannière de l'autogestion. Et une des particularités des initiatives aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, elles ne revendiquent plus du tout ce vocabulaire-là. Non pas que dans les démarches qu'elles mettent en œuvre, elles ne sont pas dans des démarches qui soient très proches de celles des démarches de l'autogestion des années 70-80, mais en tout cas, c'est un vocabulaire qui n'est plus du tout mobilisé aujourd'hui. Alors, dans les années 70-80, effectivement, les thématiques sont ceux du cadre de vie, qui émergent comme une thématique centrale et qui vient d'ailleurs questionner très fortement les politiques publiques à ce moment-là. La question des luttes urbaines, qui est une question aussi, à mon avis, centrale pour une bonne compréhension de ce mouvement-là. Les questions, effectivement, du coup, rattachées à la question des luttes urbaines, entre autres de la participation et de la place des citoyens dans la ville. Et puis, d'une certaine manière aussi, pouvoir poser les cadres du renouvellement des formes de la démocratie. Donc on voit bien que, non pas que toutes ces questions-là sont aujourd'hui réglées, il serait très présomptueux de pouvoir dire ça, mais on voit bien qu'un certain nombre de ces questions-là, aujourd'hui, pour le coup, ont été déjà institutionnalisées. Donc elles ne se reposent pas de la même manière. Alors dans les années 70-80, effectivement, ce mouvement autour donc, de cette idée de l'habitat groupé autogéré, eh bien, s'organise dans un mouvement qui se créera en 77, qui est le mouvement pour l'habitat groupé autogéré, le MHGA, et mouvement qui va être actif à peu près jusqu'au milieu des années 80. Il est assez intéressant, et vous êtes pour beaucoup un public d'architectes, il est assez intéressant de noter aussi que ces initiatives des années 70-80 naissent aussi très largement dans les questions autour de la réforme de l'enseignement de l'architecture et donc de la configuration des unités pédagogiques de l'architecture à partir de 69, et les écoles sont très largement impliquées dans une réflexion sur un nouveau cadre de production et des nouvelles formes de production du cadre bâti. Et le mouvement de 77 du MHGA naîtra, par ailleurs, il naîtra à la faveur du plan construction-architecture qui permettra le regroupement d'initiatives qui sont constituées en région nantaise d'une part et en région parisienne de l'autre dans les années, à partir de 75-76. Alors, les objectifs de ce mouvement à l'époque, bien effectivement, d'une part, cette association, c'était d'une part de regrouper, tout simplement, d'être un lieu qui permette le portage des différents groupes d'habitat groupés, des différents collectifs d'habitat groupés et des personnes qui les représentaient, de pouvoir capitaliser un certain nombre de ces expériences, d'apporter d'une certaine manière, en tout cas, une assistance technique à ces groupes, et puis une des actions importantes du mouvement dès le début des années 80, c'est aussi le moment où se constitue, donc on est à un moment très charnière sur les politiques du logement, la réforme de 77 est quand même importante, et c'est aussi le moment où se constituent, à partir des années 80, les dynamiques habitat et vie sociale qui ont existé au milieu des années 70 et qui se retrouvent à partir de 82 dans la politique de la ville. Donc la question que pose aussi ce mouvement-là, qui est issu au départ d'initiatives portées dans le champ privé, et des initiatives qui sont des initiatives alternatives à la
promotion immobilière privée, c'est de savoir comment on peut faire participer, pouvoir nourrir de ces initiatives-là le champ de l'habitat social. Donc il y aura toute une série de démarches qui seront organisées avec la mise en place justement d'ateliers à destination d'opérateurs sociaux dont la grande expérience reste celle de Chambéry. Donc début des années 80. Début des années 80. Alors, ce mouvement-là, il a une activité assez conséquente de 78 à 85. Je vous ai répertorié effectivement quelques activités du mouvement, l'organisation de rencontres nationales et locales, l'animation et la structuration de la vie associative du mouvement en tant que tel, la capitalisation donc, des différentes expériences, la mise en place d'un Tour de France. Donc, il y a eu un réel Tour de France organisé pour aller ça et là rencontrer les groupes habitants d'une part, mais aussi les collectivités locales qui pouvaient être intéressées par ces dynamiques. Bien évidemment, la question de la médiatisation du mouvement était au cœur des démarches. Et puis donc aussi tout un travail à destination déjà à l'époque des collectivités locales et des bailleurs sociaux, ainsi qu'à la publication donc, d'un ouvrage. Alors, aujourd'hui, donc on voit bien que déjà dans les années 70-80, la question de la structuration de ces dynamiques au travers d'une association était, pour les acteurs en tout cas, était centrale pour pouvoir engager un débat et une discussion avec les acteurs institutionnels, territoriaux d'une part, mais aussi nationaux. Cette question-là, on la retrouve d'une certaine manière configurée à peu près dans les mêmes termes aujourd'hui, avec une structuration d'un réseau national qui est, quoi qu'il en soit, pluriel dans ses références. Alors, bien évidemment, ce qui le regroupe aujourd'hui très largement restent les questions d'une recherche d'alternatives à la question de la promotion immobilière traditionnelle, à reprendre effectivement des thématiques qui sont portées par les groupes d'habitants au travers des questions du vivre ensemble et de la solidarité, des questions de la mixité, de l'écologie, mais aussi des questions de la gouvernance. Alors, ce réseau associatif pluriel, pour autant, son travail de fond aujourd'hui, c'est bel et bien d'interpeller les collectivités locales et les pouvoirs publics pour permettre la structuration d'une part de ce mouvement et d'autre part de trouver des clés de résolution d'un certain nombre des difficultés auxquelles ces groupes aujourd'hui doivent faire face. Alors pour autant, ce réseau pluriel, il se réfère, lui, donc qui apparaît sur la scène française à peu près au début des années 2000, plus spécifiquement, on le voit vraiment apparaître à partir de 2005, et il a au départ un ensemble de références qui sont des références internationales et essentiellement des références de l'Europe de l'Europe du Nord. Donc l'habitat groupé était une référence parce que c'est des termes qui sont employés chez nos amis wallons. Le cohabitat est plutôt une référence qui vient du Québec. La question de l'habitat alternatif était moins utilisés, et les termes régulièrement utilisés étaient ceux du co-housing, donc modèle nord-américain aujourd'hui, mais qui vient du Danemark, du Kollektivhus, donc là qui est vraiment le modèle suédois, le Centralwohnen, qui est le modèle des Pays-Bas, et le Baugruppen, qui est le modèle allemand qui a fait fantasmer beaucoup de gens chaque fois que les uns et les autres vous vous êtes rendus en pèlerinage à Vauban, puisque je pense que personne n'a échappé à cette affaire-là. C'est interdit ? Ah bon. Donc au CE 91, personne n'est allé au Vauban. Je ne vous crois pas. J'ai vu des images, je ne vous crois pas. Donc en tout cas, effectivement, dans le phénomène, entre autres, des mobilisations autour des quartiers durables, des écoquartiers, ça a été aussi l'occasion pour un certain nombre d'acteurs français de découvrir d'autres formes de production de l'habitat. Alors grosso modo, de cette myriade de références internationales, ça constitue au niveau des réseaux associatifs qui portent donc cette thématique en France au début des années 2000, une segmentation avec deux grands champs de référence principaux, qui est d'un côté les formes de l'autopromotion du logement et de l'autre celle des coopératives d'habitants. Alors je pense qu'il est important de marquer la distinction entre ces deux mouvements, d'une part parce qu'eux-mêmes ont des références effectivement un peu différentes. Les formes de l'autopromotion du logement, très clairement, cherchent, donc, qui d'une certaine manière sont beaucoup plus dans la filiation de ce qu'a été le mouvement de l'habitat groupé autogéré et donc d'une opération, pourquoi pas comme couleur d'orange dans les années 80, cherchent vraiment à travailler les questions de l'alternative à la promotion immobilière traditionnelle. Et donc on est dans des formes qui sont globalement des formes
alternatives d'accession à la propriété. La coopérative d'habitants, elle porte, elle, un autre enjeu, et un enjeu différent, qui est l'idée, effectivement, qu'il faut pouvoir produire d'autres cadres de production, qu'il faut pouvoir trouver des cadres alternatifs de production du logement, cadres dans lesquels les intéressés, les opérateurs, sont collectivement propriétaires de la coopérative et ont un droit d'usage, donc en qualité de locataires, peuvent exercer un droit d'usage sur le logement et sur l'ensemble immobilier qu'ils occupent. Donc on voit bien que là, se pose sur la coopérative d'habitants, très clairement, est au cœur de la discussion un débat sur le droit, un débat sur la question, et la coopérative se considère être un outil anti-spéculatif de la production du logement, de l'habitat aujourd'hui en France. Et donc on a une articulation beaucoup plus marquée, on va dire, idéologiquement et politiquement. À ceci près que les formes de l'autopromotion du logement aujourd'hui se font, pas sans difficulté, mais se font dans des formes ordinaires du droit, de la propriété et autres, de la copropriété aussi, et tandis que les coopératives d'habitat aujourd'hui en France n'ont pas de statut juridique. Donc, pour faire rapide, les coopératives d'habitat, c'est le modèle qui est proposé par l'association lyonnaise Habicop. Pas de statut juridique, elle revendique justement la création d'un statut adéquat et l'effondrement de ce statut juridique, parce que historiquement, il y a eu des statuts juridiques qui ont permis des coopératives d'habitation, et la loi de 71 a réduit ce statut-là aux opérateurs sociaux, donc à ce qu'on appelle les COP HLM. Alors, du point de vue, vous allez voir un peu plus dans le détail, ne vous affolez pas, du point de vue de cette distinction, on distingue aussi effectivement une différence sur les types d'acteurs et sur la manière dont l'initiative habitante, donc là je reviens sur le modèle descendant ou ascendant, sur la place de l'initiative habitante dans le schéma des acteurs. Alors, si on s'intéresse à la forme de l'autopromotion, ce qui était sur votre ici, là, donc le cas quand l'initiative est portée par les habitants, donc qui est la forme traditionnelle de l'autopromotion, bien effectivement, l'habitant est au cœur du dispositif, et c'est bien lui qui porte l'ensemble de la dynamique, et donc il va devoir faire ce travail de constituer, d'avoir des partenariats avec ce qu'on pourrait appeler un pôle technique, alors des architectes, un AMO, des bureaux d'études et autres, avec la collectivité locale où il veut s'installer, de régler aussi, de trouver un cadre de partenariat avec l'ensemble des pôles financiers et juridiques, et puis pourquoi pas d'avoir aussi un partenariat avec le monde associatif et militant. Et donc là, dans ce cadre-là, l'initiative habitante et le collectif habitant est vraiment au cœur de la démarche, et on est vraiment dans une démarche coproduite par cette initiative. Dans l'autre hypothèse, où l'initiative de fait ne vient pas directement du collectif habitant. Alors je pense à quoi ? Je pense, admettons, à une opération qui est en cours de chantier à Nanterre, qui s'appelle le Grand Portail, où là l'initiative vient directement de la collectivité territoriale, c'est-à-dire du maire de Nanterre, qui, de retour de pèlerinage de Vauban, voilà, c'est bien. Vous connaissez votre bréviaire de l'habitat des écoquartiers, donc de retour de pèlerinage de Vauban, voit effectivement comment ont fonctionné les systèmes de Baugruppen et trouve là quelque chose qui l'intéresse pour sa propre ville, en disant est-ce qu'il n'y aurait pas là une expérimentation à faire pour trouver des modes de production alternatifs pour mes locataires du parc social dans une dynamique d'accession sociale à la propriété. Donc il s'agit pour ce maire à ce moment-là, effectivement, de trouver des cadres de diversification de l'offre d'accession sociale sur sa commune. Et il engage assez fermement, dès 2008-2009, la mise en œuvre la constitution de ce qu'il a appelé, de ce qu'on appelle aujourd'hui à Nanterre, la coopérative Hoche, alors qui n'a de coopérative, on va dire aujourd'hui plutôt que le nom, qui est en réalité, du point de vue de la forme juridique, plutôt de fait une vente en état futur d'achèvement. Et le collectif habitant, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le collectif habitant a été constitué donc, par l'initiative municipale, non pas dans la liste des copains, mais à partir d'un appel à candidats
au sein du réseau des locataires du parc social de la ville qui pouvaient ou qui souhaitaient devenir accédants à la propriété dans l'offre sociale. Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est que grosso modo, il y avait à peu près, je crois, au départ, une 500aine de personnes qui étaient visées, genre ménages visés par cette démarche. 50 ménages à peu près se sont mobilisés réellement et ont pu rentrer dans les cadres de cette opération. Et in fine, sont réellement rentrés dans la dynamique, parce que même si l'initiative vient du haut, l'idée étant qu'il faut que le groupe habitant se constitue en tant que tel et en tant que collectif pour porter une partie de la démarche. En réalité, au bout de quelques mois, ce n'était plus que une dizaine de ménages qui étaient présents, et donc il a fallu effectivement avoir recours, là pour le coup, à des réseaux de connaissances au sein de ce premier groupe, pour pouvoir arriver à la taille qui était considérée, qui était la taille de 15 ou 16 logements. Donc voilà, typiquement une initiative donc, qui vient du haut. Une autre initiative qui vient en tout cas d'un tiers acteur, mais qui est de forme descendante, c'est, admettons, l'expérience de Toulouse avec la Rennerie et l'association de l'AERA, qui est donc une association qui est aussi là dans le giron de l'école d'architecture de Toulouse, et association qui a essayé de mettre en œuvre ce qu'on appelle une SCIAPP, qui sont les sociétés civiles immobilières à accession progressive à la propriété. Donc là, même chose, le ministère a favorisé une expérimentation sur cette nouvelle forme juridique d'accession progressive à la propriété pour des personnes de milieu social modeste. Et donc cette association, sur le territoire de Toulouse, a été en charge au départ, dans un cadre d'un programme en rue au sein de Toulouse, à la Rennerie, de faire un appel à candidature. Donc là, on voit que la démarche de la constitution du collectif est portée là par cette association. Donc, dans ces cas-là, effectivement, l'initiateur n'est plus le collectif habitant. Et donc le collectif habitant, lui, devient un partenaire de l'initiateur, et celui qui se trouve finalement au cœur du dispositif, c'est celui qui porte l'initiative, donc en l'occurrence, soit la ville de Nanterre dans le cadre du Grand Portail, soit l'association AERA dans le cas de Toulouse. Alors aujourd'hui, quand même, la majeure partie des expériences que l'on voit en France sont des expériences qui sont à l'initiative des groupes habitants, qu'elles se revendiquent des formes de l'autopromotion ou des formes de la coopérative d'habitants. Même chose, on pourra le voir sur des formes où on a des partenariats entre un collectif habitant et une structure et un bailleur social, par exemple. Je pense qu'Émilie pourra nous parler des Baba Yaga à Montreuil. Là, on a bien au final un projet dont la maîtrise d'ouvrage est portée par l'opérateur social, mais pour autant, l'initiative de la démarche, de manière assez importante sur le montage de l'opération, revient au collectif habitant. Donc là, on est sur une hybridation, je dirais, de ces formes-là. Alors, toujours est-il que, et quelles que soient d'une certaine manière les modalités de ces initiatives, ces démarches-là reposent très largement sur l'appui ou sur la manière dont elles arrivent à mettre en place un débat et une discussion avec les collectivités locales. Alors, sont mobilisés, et le débat avec les collectivités locales porte aussi sur l'engagement que ces collectivités arrivent à produire et la manière dont ces collectivités, d'une certaine manière, réceptionnent ces demandes habitantes. Les collectivités locales, les premiers acteurs qui sont mobilisés très largement, effectivement, ce sont très clairement les élus. Mais ce que l'on observe aussi, c'est qu'aujourd'hui, les villes qui sont engagées dans le débat et dans la thématique ne le sont que parce que ces élus sont relayés très fortement par des techniciens qui viennent soit des champs de l'aménagement, soit des champs plus larges de la politique de la ville, et qui, d'une certaine manière, construisent réellement la position de cette ville. Et puis on voit aussi émerger, c'était des choses qu'on avait aperçues dans les années 80, mais dans un mode plus mineur, et on voit émerger aujourd'hui très fortement aussi une professionnalisation d'accompagnateurs, de personnes qui revendiquent le statut d'accompagnateur de ces démarches habitantes, puisque vous voyez quand même qu'il y a une grande complexité au jeu d'acteurs, et que du coup, nos collectifs habitants vont devoir effectivement pouvoir être en capacité de faire face à l'ensemble de ce jeu d'acteurs. Alors, nos collectifs habitants, aujourd'hui, à quoi ressemblent-ils du point de vue sociologique ? On est quand même essentiellement sur des collectifs qui restent
comme ceux des années 70, qui sont des collectifs de type, genre au cœur des classes moyennes, très clairement. Alors le problème, c'est que les classes moyennes des années 70, elles étaient émergentes à ce moment-là, on les appelait la classe d'alternative, hein, les aventuriers du quotidien. Aujourd'hui, ils semblent configurer les 4/5e de la population française, donc c'est beaucoup plus compliqué de parler de classe moyenne aujourd'hui. Si ce n'est que ce que l'on constate, c'est que une grande partie de ces initiatives habitantes et de ces collectifs habitants sont des collectifs donc, de type classe moyenne, mais surtout des classes moyennes qui ont un fort, à défaut d'avoir des capitaux financiers établis, mais en tout cas ont un fort capital social et sont en capacité de réinvestir très fortement leurs compétences professionnelles, leurs compétences militantes, leurs compétences associatives. Donc on a quand même un ancrage très fort dans des catégories de population qui sont à même de se mobiliser. Donc genre pas forcément, mais de fait, aujourd'hui, on voit très peu présentes des populations petites classes moyennes, elles sont présentes dans les opérations qui viennent du haut, et vraiment les opérations avec des populations populaires sont quasiment inexistantes, peut-être à quelques exceptions rares, mais globalement inexistantes. Alors, bien évidemment, un des débats, genre en tout cas une des critiques de fond qui est adressée aujourd'hui à ces opérations, sont celles de l'entre-soi. Donc je pense qu'il faut aussi pouvoir discuter de cette question-là, des effets de l'entre-soi, sont celles, pourquoi pas, d'un effet de... Alors, certains vont même jusqu'à parler de clubisme ou même on a même entendu parler des termes, genre évoquer les termes de gated communities, hein, ces opérations qui seraient des opérations fermées. Bon, je pense que Jean-Paul pourra nous dire, en tout cas, dans une opération comme Couleur d'Orange, où on a une catégorisation assez homogène hein, des profils des personnes qui vivent ici, comment pour autant ces opérations, elles sont portées effectivement par des collectifs qui se ressemblent beaucoup, il est vrai. En même temps, quand on regarde ces opérations dans le temps long, c'est-à-dire les opérations des années 80, et qu'on regarde aujourd'hui ce qu'elles sont devenues, ce que l'on constate très largement, c'est que sur le territoire, elles ont fabriqué beaucoup d'espaces d'ouverture. Alors, pas forcément à l'échelle de l'immeuble, on va dire, quoique la présence même d'une salle comme celle-ci permet aussi de vous accueillir aujourd'hui, permet d'accueillir la réunion des parents d'élèves, permet en temps de crise d'avoir accueilli, pourquoi pas, des gens vidés de squats ou des sans-papiers, mais aussi permet, non pas chez vous, mais ça a été fait dans d'autres opérations, permet aussi, ou d'héberger le clochard du coin, et permet aussi, mais à contrario, on a aussi dans ces opérations, d'une certaine manière, un vivier de militants, hein, très clairement, qui eux-mêmes réengagent aussi une partie de leur capital de militance dans les actions locales. Et donc, effectivement, on a vu beaucoup, dans les opérations anciennes, on a vu beaucoup de membres de ces opérations qui se sont investis dans la mise en place des conseils de quartier, dans la mise en place des politiques de développement local. Donc, on a finalement des opérations qui, comme une petite copropriété d'une certaine manière, effectivement, peuvent paraître relativement fermées, ou en tout cas sont assez homogènes du point de vue de ce qu'elles fabriquent, mais en même temps, on a des effets d'initiative dans des espaces et des échelles micro-locales qui sont plutôt intéressantes. Alors, je disais aussi que ces groupes doivent, quoi qu'il en soit, faire face très fortement à la question du risque et de l'aléa, puisque, effectivement, les embûches et le parcours des collectifs d'habitat participatif est pas sans difficulté. Effectivement, la première grande épreuve, hein, on a dénommé ça effectivement sous le terme d'épreuve, la première grande épreuve, mais comme tout opérateur qui veut construire, est celle de la question du foncier, de la disponibilité du foncier. Donc là, dès ces opérations-là et dès ce moment-là, on voit comment s'engage effectivement le dialogue avec la collectivité locale et comment se met en place hein, des réseaux affinitaires sur ces questions-là. Tout le rapport aussi à la norme et à la règle. Je vous rappelle qu'on a des collectifs qui, même s'ils ont une forte capacité à réinvestir leur propre cadre professionnel ou à avoir un capital social assez fort, ne sont pas, en grande partie, ne sont pas forcément des professionnels du cadre bâti.
Donc effectivement, il faut qu'à un moment, ce collectif assume d'une certaine manière ce que représente du point de vue de l'engagement et du point de vue de la responsabilité le fait de devenir maître d'ouvrage d'une opération. Et donc ce rapport à ces établissements de règles sont souvent aussi compliqués. Se pose aussi pour un certain nombre d'opérations la question de la définition même du statut juridique de l'opération. On va voir, mettons, que Couleur d'Orange a tranché dans un débat, je dirais, assez simple au final, cette question-là. Donc l'investissement dans un cadre très ordinaire, une copropriété, mais d'autres opérations qui revendiquent des formes plus alternatives et qui peuvent aller jusqu'à une volonté de pouvoir mettre en œuvre une coopérative d'habitants. Je pense à, mettons, l'opération de Lyon, le village vertical. Là, cale effectivement assez certainement sur cette question donc, du montage juridique et puis du coup aussi de la question de l'économie globale de l'opération et de son financement. Bien évidemment, ce qui est aussi ces opérations, il faut le rappeler, ces opérations mettent beaucoup de temps à émerger. Donc on a des opérations qui facilement mettent 4, 5, 6 ans donc, à se constituer, puisque il faut pouvoir, je dirais, passer au travers de l'ensemble de ces obstacles, de cette course d'obstacles. Et donc la question de la stabilité du groupe habitant est fondamentale. Et on verra aussi, Jean-Paul nous le dira peut-être, qu'on constate à peu près dans toutes les opérations des moments d'effondrement du groupe, mais effondrement réel, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que 2, 3 familles. Et donc le groupe doit se reconstituer et repartir. Bon, voilà. Donc là, il y a aussi un chemin compliqué. Et puis, ces opérations très largement, en tout cas celles des années 2000, se sont engagées et ont pris comme voie d'entrée dans le débat public très fortement celle des questions de l'exigence environnementale. Et donc, elles doivent aussi faire face à ce que peut vouloir dire ces exigences. Voilà. Donc, effectivement, en guise de conclusion, plus de questions que de réponses aujourd'hui, mais très clairement, les questions relatives à la longueur et aux difficultés du processus, donc on a aujourd'hui quand même des processus longs, les questions du cadre réglementaire sont importantes, la question du repositionnement du jeu des acteurs, et je vais laisser la parole à Émilie Fleury, mais effectivement la manière dont une ville aussi est un des acteurs de cette thématique-là, et donc comment elle perçoit ces demandes habitantes, et puis donc la question aussi se pose d'une certaine manière la question de voit-on apparaître ou émerger autour de ces opérations un nouveau cadre professionnel qui serait celui de l'accompagnateur. Merci. Sur la coopérative d'habitants Village Vertical à Villeurbanne à Lyon, oui. il y a un principe de non-enrichissement personnel sur le bien immobilier. D'une propriété d'usage qui prime sur la propriété privée. Oui. Est-ce qu'il y a ça aussi dans... Est-ce que c'est élargi à toutes les coopératives d'habitants, celles qui sont portées par des groupes, et est-ce que ça concerne aussi l'habitat groupé Alors, effectivement, ce que vous décrivez là, c'est-à-dire cette idée de la primauté de la propriété d'usage sur la propriété privée, est au cœur du dispositif des coopératives d'habitants. C'est le noyau dur de la pensée de ce dispositif-là, qui est donc porté par Avicop, et qui, lui, se référence très explicitement au modèle des coopératives suisses genevoises de cette partie de la Suisse. De la CODA, je cherchais le nom de l'association suisse. Aujourd'hui, je vous ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle juridique de cette forme-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le village vertical est un premier coup qui est intéressant dans ce qu'il a fabriqué, qui est un niveau de bricolage institutionnel magistral. Si vous avez l'occasion de rencontrer les gens d'Avicop, vous expliquer, ils ont un PowerPoint. Alors, je pense que je vous ai tous vu faiblir sur ce genre de schéma, mais je pense que celui-là n'est rien à côté de ce que représente le schéma d'Avicop pour montrer le montage de Village Vertical. Aujourd'hui, Village Vertical s'est monté au final, non pas en tant que tel comme coopérative, mais parce qu'il est adossé à une COP HLM, donc à Ronson Habitat, et c'est Ronson Habitat qui porte de fait pour le collectif la maîtrise d'ouvrage du bâtiment. Donc avec des systèmes d'achat par social, bon,
c'est un montage qui est très compliqué, qui n'a pas trouvé aujourd'hui de cadre d'expression juridique sur des COP habitat, donc qui se réfère au modèle de la coopérative de 49, donc coopérative de société, hein, comme vous pourriez avoir une coopérative de production ou autre. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, le système et l'opération du village vertical, qui vraisemblablement va voir le jour, hein, pour le collectif, va finir par émerger. Pour autant, actuellement, elle est globalement imreproductive. Donc la question pour Amicop, c'est vraiment d'être dans ce dispositif de lobbyiste, voire de mettre en œuvre un plaidoyer pour trouver et pour réouvrir un cadre juridique. Donc du coup, il y a une série d'autres réseaux et d'autres opérations qui se revendiquent du même dispositif, donc comme vous le disiez très bien, hein, avec primauté de la valeur d'usage, pas de spéculation sur la valeur marchande du bien, qui sont globalement tous qui se réfèrent aux mêmes conditions, mais qui sont en attente aujourd'hui de résolution de cette question juridique, question qui peut mettre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà, donc là on est face à quelque chose un peu abyssal. Les opérations d'autopromotion d'habitat groupé ne revendiquent pas en tant que tel un dispositif, on va dire, de démantèlement du droit de la propriété. C'est pas au cœur de leur argumentaire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles revendiquent l'hyperspéculation. D'accord ? Elles sont. Voilà. Mais simplement, ce n'est pas l'élément central de leur démarche. Ce que l'on constate quand même, c'est qu'au final, ça fabrique quand même plutôt des opérations qui sont dans les moyennes basses du marché. Mais parce que se pose toute la question de l'investissement de ces collectifs d'habitants dans la mise en œuvre et dans la dynamique de l'opération. Hein, le principe, l'idée c'est vraiment celle du circuit court, c'est-à-dire comment, d'une certaine manière, on court-circuite, voire certains opérateurs, de façon centrale pour l'autopromotion, le promoteur. Je peux rajouter un truc sur la fourchette basse du marché. Effectivement, quand il y a une vente d'appartements dans ce genre d'opération, le fait d'avoir des espaces collectifs importants dévalorise le bien. C'est comme ça dans notre société. Et par rapport à une évaluation d'un marchand de biens, ça vaut moins cher qu'un appartement qui n'aurait pas d'espace collectif à gérer. Même si les charges sont minimes et que c'est rien du tout, c'est marginal, et ben ça vaut moins cher qu'un appartement classique.